J'ai une immense chance, puisque je me retrouve en face d'un spécialiste de la musique du film. C'est Monsieur Bruno Coulet. Bonjour Bruno. Bonjour. Enchanté et bienvenue à la Radio du Cinéma. Merci. Alors évidemment, on va parler de cinéma, mais on va aussi parler de composition. Il y a toujours un élément déclenchant au tout départ. Pour vous, est-ce qu'il y a une filiation familiale ou est-ce que vous avez croisé une personne qui a complètement chamboulé votre cerveau ? Alors, mes parents jouaient de la musique. D'accord. D'un instrument en particulier ? Du piano, mon père était très doué. D'accord. Puis ma mère jouait tous les jours. Du piano également ? Ouais, de la musique classique, en fait, de Bach à Debussy. Et encore Debussy, pas trop, elle n'était pas très avant-gardiste. Vous avez des frères et sœurs ? Oui, oui. Et vous avez tous évolué dans le monde de la musique, du coup ? Oui, pas vraiment. Ah, d'accord. Mais j'avais des frères et sœurs assez bruyants. Chacun écoutait sa musique, alors ça pouvait être de la pop, du rock. Et donc moi, je me suis surtout passionné pour la musique classique. Et j'ai appris à m'isoler dans le bruit musical. Parce que c'était quand même... Ma mère écoutait du Haydn. C'était un vacarme, l'appartement. En tout cas, il y avait de la musique partout. Ah oui, ça, la musique. Voilà. Donc forcément, pour vous, ça sonnait un peu comme une évidence. Ah oui, c'était... Mais en revanche, si enfant, on m'avait dit que je vivrais de la musique, j'aurais été très heureux. Ouais, parce que c'était une passion. J'avais une oreille... je crois que j'étais fait pour la musique, mais comment dire... c'était pas évident de se dire que j'allais en vivre aussi bien et de mener une passion aussi forte toute ma vie. Donc ça, en fait, à votre adolescence, j'imagine que vous avez fait vos gammes. Ah oui, j'ai fait, j'ai étudié. Mais en fait, pour être honnête, le cinéma m'intéressait pas du tout. Ah, c'est fabuleux. Parce qu'enfant, peut-être qu'on me montrait des films pour enfants qui ne m'intéressaient pas. D'accord. Et puis, vous n'étiez peut-être pas prêt intellectuellement à vous projeter dans cet univers. C'est pas ça, c'est que les films ne m'intéressaient pas. D'accord. Quand j'ai fait mes études musicales, j'ai fait un stage dans un auditorium à Paris, où c'était un endroit extraordinaire. Vous pouviez croiser Orson Welles, Frédéric Rossi, François Reichenbach. Et François Reichenbach était un grand documentariste. Oui, que vous avez rencontré donc en 1900, enfin autour de 1977. Oui, c'est ça, même un peu avant. Oui, d'accord. Et il m'a demandé d'écrire la musique. De composer une musique, voilà. C'est ça. Et ça a été finalement votre première expérience C'était un professionnelle. déclencheur incroyable parce que ça a fait que je me suis intéressé à la relation de la musique et l'image, et surtout au cinéma. C'est-à-dire que là, j'ai hanté les salles du quartier latin. J'ai pu voir les films de Buñuel, de Fellini, Vous avez américains. amorcé votre éducation cinématographique. Ah, absolument. Mais le véritable tournant de votre carrière, en fait, ça intervient en 1996 pour le film évidemment Microcosmos de Claude Nuritsani, toujours un peu compliqué, et surtout Marie Perrenou, en fait. Et donc là, pour le coup, ce succès vous a valu déjà un premier César. Oui. Voilà. Oui, c'est un film. Là, c'est quand même c'est un coup de maître. C'est un film merveilleux où la musique avait quand même une place et une expression. Devenait un acteur à part entière. Oui, c'est ça. Comme en plus, il y avait pas, c'était un documentaire sur les insectes, il n'y avait pas de dialogue, donc la musique donnait un sens particulier à l'image. Donc c'est vrai que bon, j'avais quand même déjà beaucoup travaillé avant, mais c'est ce qui a vraiment lancé... Ça vous a valu d'ailleurs également une victoire de la musique. Oui. Ça, c'est quand même assez rare pour être souligné, d'être à la fois en fait césarisé pour la musique de film et être reconnu également parmi les professionnels de la musique. Ça, c'est quand même très salutaire et félicitations. Merci. Je crois que... Est-ce qu'il existe des équivalents ? Ah oui, je pas pense. beaucoup, peu en tout cas. Après, à nouveau avec les choristes, ça a été le cas. Ah, Christophe Barati, on va y venir, voilà. Donc, alors bon, on va égrener un petit peu votre parcours. Donc là, pour le coup, vous avez aussi fait une rencontre assez décisive qui a été celle d'Éric Valli pour le film Himalaya, en fait. Alors pareil, chaque fois, c'est des films vraiment d'atmosphère, on peut dire, véritablement, et qui sont toujours des films produits par Jacques Perrin, qui était l'oncle de Christophe Barati. Absolument. Voilà, donc, et qui était un type extraordinaire. Qui a fait des films incroyables. Immense acteur, mais aussi immense producteur. Et qui avait vraiment la passion du cinéma, qui était capable de se ruiner pour
les films qu'il produisait. C'était sa respiration au quotidien. Oui, c'était vraiment un être Alors ce film exceptionnel. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais. Ce film Himalaya vous vaut un deuxième César. Oui. Là, donc on est en 1999. Ouais. C'est quand même très salutaire, un parcours aussi brillant. Parce que, bon, malgré tout, des compositeurs émérites, on en connaît pas mal. Et là, pour le coup, vous êtes en train de faire votre place au soleil, quoi. Oui, mais il faut se méfier des prix et des reconnaissances. Oui. Parce que... Oui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous avez tout fait, sauf vous la couler douce. Oui, bravo, oui, c'est un bon jeu de mots, c'est vrai. J'étais obligé, pardon. Oui, bravo. Mais je crois que il faut se méfier du prix, parce qu'on peut penser qu'on sait faire les choses. Or, on ne sait jamais, chaque film est un nouveau problème à régler. Donc il ne faut pas s'embourgeoiser avec ça, il faut faire attention. Ça, je pense que c'est un message qu'on peut donner à de futurs jeunes compositeurs. Je crois, oui, faire attention au succès, de ne pas s'aveugler soi-même et toujours douter de remettre le métier sur le tapis. Oui, tout à fait. Alors, donc après, vous avez travaillé pour le film Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz en l'an 2000, qui a été aussi un vrai succès, hein, on peut le dire. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre parcours professionnel, c'est que vous allez aussi bien vers des grosses productions que des films d'auteur. Oui. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, parce qu'en fait, il y a des grosses productions qui ont vraiment un univers d'auteur. Hein, je ne fais pas trop la différence entre les deux. J'aime bien tout ce qui est singulier, alors que la production soit grosse ou petite. Oui, ça vous indiffère. En revanche, si un film n'a pas d'argent du tout, mais me paraît passionnant, je me lance dedans avec autant d'appétit. C'est pas l'argent. Le moteur n'est pas l'argent, c'est ni la production, c'est l'intérêt que je porte au film. D'accord. Alors, véritablement, on évoquait Christophe Baratier, en fait, ça a été un petit peu pour vous l'ascenseur émotionnel par excellence, parce que le succès du film a été extraordinaire, et d'ailleurs, le dernier en date de Christophe Baratier, Les Enfants de la Résistance, rencontre un très beau succès également. C'est formidable. Et donc, ça pour le coup, ça vous a valu le 3e César. Ouais. Désormais, puisque ça c'est important aussi, vous avez eu l'ambition ou la volonté d'explorer d'autres champs musicaux. Je pense à cet opéra que vous avez réalisé avec des enfants, pour des enfants. Racontez-nous un petit peu ce projet, parce que ça c'est quand même... vous êtes un explorateur. Oui, c'est vrai. C'est une période où j'étais un peu lassé de la musique de film. C'est-à-dire que c'était des périodes où je faisais quasiment 10 films par an, avec les orchestrations, j'étais fatigué. En plus, j'ai fait beaucoup de films avec des serial killers. Donc il y a un moment où... C'était juste avant les choristes, d'ailleurs, 2 ans, peut-être 1 an et demi avant, où j'ai arrêté de faire de la musique de film. Et là, donc, j'ai écrit, effectivement, un opéra pour enfants, puis un second. Et c'est d'ailleurs le chœur d'enfant que j'ai utilisé, enfin, si utiliser, c'est un mot un peu, pour enregistrer la musique de Coraline, pour les chœurs d'enfants du film d'Henri Selick. Donc ça a été un moment de respiration, et puis après je suis revenu avec grand plaisir. Vous en avez eu plusieurs, puisque vous avez travaillé également avec l'artiste Akhenaton. Ah oui, voilà. Oui, mais ça c'était avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Mais et un groupe corse également. Ah oui, oui. Oui, on peut citer Affiletta, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Et ça, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Cette aventure, c'est tout ce que cette exploration, quoi. C'est ce que j'attends de la musique de film, c'est-à-dire de découvrir des univers différents. Alors, il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Je vais vous demander, en fait, s'il vous plaît, Bruno Coulet, de me donner, en fait, votre meilleur film, votre film préféré, votre musique de film préférée, ça devrait être facile pour vous, et puis votre réplique préférée. Cher Bruno, on vous écoute. Le salon de musique de Satyajit-Ray. Ça, c'est pour le film. Oui, je trouve que c'est un film extraordinaire. La musique est le personnage central, mais en même temps, c'est la fin d'un monde.
C'est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. Ah, c'est un joli témoignage. Avec en plus des musiciens indiens, des danseuses indiennes. Oui, on ne l'a pas précisé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais la diversité de l'exploration musicale pour vous est un champ, un champ permanent de découverte. C'est très très enrichissant. Ouais, enfin, ouais. On va passer à la meilleure musique de film, s'il vous plaît. Alors c'est la scène de cette comptine de la nuit du chasseur. D'accord. Quand les enfants chantent Once Upon a Time dans la barque et que Mitchum... parce que qui a été réédité tout récemment en Blu-ray de très grande qualité. Bon, le film est extraordinaire et puis ce passage, c'est ce qui m'a donné vraiment envie de faire de la musique de film. C'est-à-dire la petite fille chante, le monstre est là, mais tant qu'elle chante, on a l'impression que les enfants sont protégés par la musique. C'est un moment de grâce. D'accord. Et puis je vais vous demander une réplique, votre réplique préférée. Eh ben, Nobody's Perfect, parce que je pense que c'est vrai et qu'on a tous nos petites failles. Bon, d'abord, j'aime beaucoup le film, mais au-delà de ça, oui, on a des failles et comme on vit dans un monde très binaire aujourd'hui, les méchants, il y a plus de nuances. Il faut pouvoir reconnaître que la perfection n'est pas de ce monde. I'm a man. Well, nobody's perfect.